Donc, application du théorème de Gauss à un problème à symétrie plane. Et on va donc faire un premier exemple avec des densités surfaciques de charge. Donc, le but est de trouver dans tout l'espace le champ électrostatique créé par un plan infini chargé en surface avec une densité surfacique de charge uniforme dQ sur ds. Donc on a un plan infini, x, o, y, chargé uniformément en surface, et on va voir qu'on va utiliser les coordonnées cartésiennes cette fois-ci, et non pas les coordonnées cylindriques. La méthode est la même que tout à l'heure. Je prends un point M, ce point-là n'appartient pas nécessairement au plan XO, YOZ, ni d'ailleurs au plan XOZ, il est n'importe où dans l'espace. Parce qu'il faut faire un cas quelconque. Alors, on met en place les différentes étapes. Première étape, c'était la direction du champ en M. Et pour ça, quelle est la méthode? Alors, ne confondez pas les moyens et l'objectif que l'on cherche à atteindre. Est-ce qu'on peut trouver des plans d'antisymétrie ici qui passent par M? La distribution de charge ne change pas de signe, donc il n'y a aucun espoir. Il va falloir trouver des plans de symétrie. Au moins 2 plans de symétrie qui passent par M. Allez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me donner? Alors je vous rappelle, qu'est-ce que je demande quand je demande un plan de symétrie? Vous me rappelez que ça passe par M? Voilà. Alors qui peut me donner des plans, un ou plusieurs plans de symétrie qui passent par M et qui sont plans de symétrie de la distribution de charge? Oui, Guillaume? MXZ, alors MXZ c'est quoi? Alors on va mettre des vecteurs unitaires. MEX, EZ. Et puis tu as dit MEY, EZ. Est-ce qu'il y en a d'autres que ces deux-là? On dessine peut-être déjà ces deux-là. Alors quand vous les dessinez, faites un petit dessin en perspective pour montrer qu'ils sont parallèles au plan, par exemple, OXZ. Vous voyez, donc vous le dessinez comme ça. Là, on le voit bien. Pi1. Donc pi1, c'est MXZ. Pi2, il est comment pi2? Il est comme ça. Bon. Alors on voit que le champ, il va être comment? Selon, on rappelle à chaque fois la propriété, hein. Tout champ électrostatique est contenu dans tout plan de symétrie de ses sources, c'est-à-dire des charges. C'est indispensable de rappeler avec une phrase cette propriété. Je ne l'écris pas au tableau. Hein. Donc, E appartient à pi1 inter pi2. Et donc, il est comment? Il est parallèle au vecteur EZ. Est-ce qu'il est vers le haut? Est-ce qu'il est vers le bas? Pour l'instant, j'en sais rien. Ça va dépendre, on va avoir du signe de sigma. Mais bon, je le dessine vers le haut pour faire un choix. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais, Augustin? Ouais, en fait, on pourrait dire qu'il y en a une infinité, non? Si on prend la projection H du point M sur le plan, regardez, tous les plans verticaux qui contiennent la droite HM sont des plans de symétrie. Donc, il y en a une infinité. Mais nous, on a pris ceux avec les axes du repère qu'on avait choisis. Donc, il y en a une infinité. Là, on a vraiment l'embarras du choix. Donc, ne pas les voir, c'est quand même un peu embêtant. Hein. Donc, vous avez vu que n'importe lequel de ces plans, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe le plan sigma en 2 demi-plans infinis. Voilà pourquoi c'est un plan de symétrie. Et les charges sont symétriques. Allez, deuxième étape. Je crois que vous avez tous compris. Donc, c'est la dépendance des coordonnées de la norme de E. Alors, on est en coordonnées cartésiennes. Donc, on va dire E, on va le faire dépendre de X, de Y et de Z. On ne va pas choisir un autre système de coordonnées. La question à se poser, c'est, attention,
Là aussi, il y a des gens qui très souvent court-circuitent le résultat, ils raisonnent tout de suite sur E. Mais il ne faut pas raisonner tout de suite sur E. Il faut raisonner sur les sources de E. Parce que ce sont les sources de E qui ont des conséquences sur E. Donc, c'est sur les charges qu'il faut raisonner. Donc, les charges, elles sont invariantes par quoi? Par translation selon X, par translation selon Y, puisque le plan est infini dans ces deux directions. Donc, voilà. Donc, le champ ne dépendra que de Z. Donc, vous notez en dessous, invariance de la distribution de charge. Et j'insiste, invariance de la distribution de charge. C'est le fait que la distribution de charge soit invariante qui a des conséquences sur le champ. Ok, donc le champ, il est comment? Il dépend de Z. On lui met une mesure algébrique, hein, parce qu'on n'est pas sûr qu'il soit positif selon Z. On verra d'ailleurs que ce ne sera pas toujours le cas. On met une mesure algébrique et il est dirigé selon EZ. On est prêt pour la troisième étape? Troisième étape, c'est... J'énonce le théorème de Gauss. Et s'il vous plaît, pas en langage Louis Croivet-Bâton. Le flux du champ électrique à travers une surface fermée, toujours orientée vers l'extérieur, c'est la charge à l'intérieur de cette surface divisée par epsilon 0. D'ailleurs, si on vous demande de l'énoncer dans un énoncé décrit, ne vous contentez pas simplement de mettre la formule, mais écrivez la phrase à côté en français, s'il vous plaît. L'étape d'après, c'est quoi? Le point crucial, ça va être la détermination le choix de la surface de Gauss. Alors, non pas que le théorème de Gauss soit vrai que pour certaines surfaces, il est vrai pour toutes les surfaces, mais le problème, c'est que si je choisis mal la surface, je serai incapable de calculer le flux. Donc, vous voyez, comprenez bien que ce n'est pas une interdiction de choisir autre chose, c'est quelque chose de pratique. Hein. Si je choisis mal la surface, eh bien, ça aura beau être joli, ça restera une formule qui ne me servira à rien. Alors, est-ce que vous vous souvenez des critères pour choisir la surface? C'est bon à chaque fois de se rappeler ces critères. Donc, qu'est-ce qu'on avait comme critères? On avait, premièrement, ça passe par M. Deuxièmement, DS doit être parallèle à E pour effectuer le produit scalaire. Et troisièmement, ce serait bien que E soit de normes constantes sur cette surface. Alors, quelle est la surface qui pourrait me permettre de vérifier tout ça? Eh bien, il faudrait que DS soit parallèle à EZ. Et que la norme de E soit constante. Or, E ne dépend que de Z. Donc, une surface à Z constant, ça veut dire que c'est tout simplement une surface horizontale qui passe par M. Allez, si je dessine un petit disque qui passe par M. Alors attention, je ne mets pas M sur le bord du disque, hein, je le mets bien à l'intérieur, pas obligé de le mettre au milieu, mais il est bien à l'intérieur. Quel est le problème avec cette surface? Le problème, c'est que ce n'est pas une surface fermée. Il faut que je la ferme, la surface. Alors, je fais quoi? On prend le point symétrique, M' de coordonnées moins Z. Ça, c'est la bonne idée. Enfin, on va voir que ça va soulever des difficultés, mais c'est la bonne idée. Alors, regardez, je prends la même surface et je vais créer une boîte à chapeau qui transperce le plan chargé et qui va se fermer de l'autre côté ici. C'est la bonne idée. Ah, on aurait pu avoir une autre idée. Moi, j'ai une autre idée. C'est d'aller fermer la boîte sur le plan. Tiens, pourquoi pas? Alors, on va voir qu'on n'a pas le droit. Hein, donc, cette idée-là, a priori, elle partait pas d'un mauvais sentiment, mais on va voir que sur le plan, à chaque fois que vous avez des densités surfaciques, c'est comme pour les densités linéiques, le champ n'est pas défini. Donc, ça, notez-le si vous êtes tenté de le faire. N'allez pas fermer la boîte de Gauss sur le plan des charges. On a notre boîte de Gauss. Ça paraît pas mal. Hein, donc, il y a... allez, on va appeler ça DS1. DS1, ce sera le couvercle du haut. DS2, ce sera le couvercle du bas. DS latéral, ce sera la surface latérale. Et tout à l'heure, en symétrie cylindrique, quelle était la partie utile de la surface?
qu'est-ce qui était intéressant tout à l'heure? Le point M, on l'avait mis sur la surface latérale ou on l'avait mis sur les couvercles? On l'avait mis sur la surface latérale. Et maintenant, le point M, il est où? Il est sur les couvercles. On va voir que c'est les couvercles qui sont intéressants et au contraire, sur la surface latérale, ça va donner 0. Alors, on écrit ce flux. Donc, on dit que ce flux, on le sépare en 3. S latéral, E ds latéral plus E ds1 plus, encore une fois, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé le rond. Parce que le rond, c'est pas pour faire joli. C'est pour dire la surface est fermée. C'est quoi une surface fermée? Je rappelle des choses un peu élémentaires. Attention, hein. Surface fermée, ça veut dire une surface qui délimite un volume. Les couvercles à eux tout seuls ne délimitent pas de volume. Même la surface latérale, à elle toute seule, ne délimite pas de volume parce qu'il lui manque les couvercles. Hein, donc il faut bien, voilà, alors surtout enlever les ronds. C'est tout bête, hein, mais il y a plein de gens, voilà, dans le feu de l'action, ils laissent les ronds. Je vous assure, ne les laissez pas. Qu'est-ce qui est nul ici? Le champ étant selon EZ. DS latéral, il est horizontal. Donc ça fait 0. Attention là, il y a beaucoup de gens qui savent choisir la surface de Gauss parce que souvent ils l'ont appris par cœur. Mais c'est là que les ennuis commencent, si on veut faire les choses bien. Parce qu'il faut que je compare, je ne sais pas si vous voyez la difficulté, c'est de comparer le champ en M' et le champ en M. Pour calculer ces produits scalaires. Alors, qui a une idée de l'argument à utiliser proprement pour comparer le champ en M' et le champ en M? Voilà, alors première étape, il faut identifier le fait que le plan XOY est lui-même un plan de symétrie. Tout à l'heure, on l'a mis de côté pour déterminer la direction du champ au point M, mais là, ça devient utile, non pas pour déterminer la direction du champ en M, mais pour comparer les champs en 2 points. Pi3 est un plan de symétrie, c'est le plan qui contient les charges. Or, quelle est la propriété générale? Et ça, je peux vous dire que celle-là, elle est hyper mal maîtrisée. Autant la plupart des étudiants savent que sur un plan de symétrie, le champ appartient au plan de symétrie, autant ils ne savent pas comparer les champs en 2 points symétriques par rapport à un plan de symétrie. Ça passe pas. Hein, donc, essayez-vous de faire la différence là-dessus. C'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'on a vu ensemble? Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire d'emblée? Qui sont égaux ou qui sont opposés, mais qui sont symétriques. Et après, qu'est-ce que ça veut dire être symétrique? Ben, ça dépend de l'orientation du champ par rapport au plan en question. Donc là, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que ça veut dire être symétrique si on est perpendiculaire au plan? C'est tout simple. Hein, ben, ça veut dire en fait être opposé. Donc grâce à cette propriété-là, donc là, notez, il faut faire une phrase. Là, moi, je fais tout ça à l'oral. Hein, mais M et M' étant symétriques par rapport à Pi3 qui est un plan de symétrie, les champs E en M' ça va être le symétrique par rapport à Pi3 du champ E en M. Et ici, comme le champ est perpendiculaire au plan, en réalité, ça veut dire que les champs seront opposés. Et ne court-circuitez aucune des étapes que nous avons donné ici, parce que bien sûr vous pouvez courir au résultat et donner le résultat direct, mais encore une fois ce qui compte c'est la qualité de l'argumentation. Hein, parce que ce que veut voir l'examinateur, c'est si vous étiez dans une autre situation, est-ce que vous êtes capable de faire un raisonnement correct qui va vous mener à un résultat correct? C'est pour ça qu'il n'y a pas que le résultat qui compte. Donc les champs sont opposés en mesure algébrique. Et là aussi, mettez bien des mesures algébriques et pas des normes. Hein, puisque ce sont les mesures algébriques qui sont opposées. Si vous dites les normes sont opposées, ça fait mal. Toutes les normes sont positives. Donc il faut faire gaffe. Donc la fonction E bar de Z est une fonction impaire. Allez, on est prêt pour faire les choses proprement maintenant. Regardez bien. Il faut faire très clean. Alors pour faire très clean, il faut travailler en mesure algébrique. Pour calculer le flux. Je vais l'appeler grand phi, ça. C'est le flux. Donc, regardez bien.
Si vous êtes sur S1, ne travaillez pas en norme, mais travaillez en mesure algébrique. Il y a trop de gens qui travaillent en norme. Mais si vous travaillez en norme, vous n'aurez pas le sens, le vrai sens du champ. Donc ça va être l'intégrale sur S1 de E bar de Z, EZ, ds1 EZ. Je fais exprès de l'écrire comme ça. ds1 EZ parce que la surface est orientée vers l'extérieur. Plus E bar de moins Z, EZ. Attention, je ne mets pas de signe moins. Pourquoi ? Parce que le sens de E bar de moins Z, déjà je ne le connais pas. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que le sens de EZ va vous être donné par le calcul. Ce n'est pas à vous de trifouiller les calculs pour mettre les signes. Et que comme je travaille en mesure algébrique, le sens réel de ce truc-là, il est contenu dans la mesure algébrique. Je ne vais pas mettre un moins pour dire c'est négatif. Non, c'est comme avec les vecteurs, le signe est contenu dans la mesure algébrique. Et là, je vais mettre ds2, mais ds2 est orienté vers l'extérieur. Alors si je prends un ds2 positif, eh ben, je vais mettre un moins. Pourquoi je vais mettre un moins ? Parce que la surface est orientée vers l'extérieur. Vous voyez, il ne faut jamais oublier ça. Les surfaces vers l'extérieur, donc vers le bas. Alors, vous vous doutez bien que ces deux contributions, elles vont s'additionner et non pas se compenser. Parce que si tout se compense, tout ce qu'on aura fait sert à rien. Hein, et puis, bon voilà. Et si vous faites le calcul proprement, ça ne va pas s'annuler, mais ça va bien s'additionner. Mais il ne faut pas vendre père et mère pour trouver ça. Il faut vraiment le faire correctement. Hein. Alors regardez, moins E bar de moins Z, c'est E bar de Z. Les ds2, ds1 sont comptés positivement. Donc vous voyez que ça fait effectivement 2 E bar de Z, ça s'additionne, intégrale de ds1. Et intégrale de ds1, je vais l'appeler S1. Bien sûr, vous pouvez me dire que j'ai choisi un disque. Je pourrais fixer le rayon du disque. Mais en réalité, est-ce que ce calcul dépend de la forme cylindrique que vous avez choisie ? Imaginez que quelqu'un choisisse une base ici qui soit un hexagone régulier, hein, n'importe quoi. En fait, à partir du moment où vous prenez un cylindre droit, finalement, le résultat ne dépendra pas de la forme ici. Donc, je vais l'appeler S1. Comme ça nous laisse la liberté de choisir autre chose qu'un cylindre à base circulaire. Allez, on a presque fini. Le point délicat, il est là. Hein, parce que ça, voilà, je peux vous dire, tout le monde fait à peu près proprement tout le reste. Mais ça, il y a très peu qui le font proprement. Hein, avec les propriétés d'imparité de la mesure algébrique. Il y a beaucoup de gens qui raisonnent sur les normes et qui ne justifient pas tout ce que je vous raconte correctement. Hein, la propriété générale que en deux points symétriques par rapport à un plan de symétrie, les champs sont symétriques et que donc ici ils seront opposés parce qu'ils sont perpendiculaires au plan. C'est ça qui va être important. Alors, maintenant, la question à se poser, vous vous souvenez, c'est quoi ? Allez, je fais un petit dessin condensé. On a notre plan ici. Qu'est-ce qu'on va dire ? Quelle est la question qu'on se pose ? Allez, on commence à être habitué. Où sont localisées les charges qui sont à l'intérieur de la surface de Gauss ? Allez, j'ai fait un forage là dans le cylindre. Où est-ce qu'elles sont ? Elles sont ici. Vous voyez ça tous ? Combien il y en a ? J'avais une densité surfacique de charge sigma par unité de surface. Donc j'ai une charge intérieure qui va valoir sigma fois la surface, soyons simples. Allez, fois S1. On recolle tous les morceaux. 2 E bar de S1 est égal à Q1 sur epsilon 0, donc sigma S1. Et les S1 se simplifient. Et j'ai ce résultat-là. Est-ce qu'il est vrai pour tout Z, positif et négatif ? Ah ! Alors là aussi, un petit truc un peu subtil, c'est que dans mon calcul, j'ai implicitement, et c'est pour ça que c'est un peu difficile parce que c'est implicite, mais c'est quand même là,
supposé que z était positif. Où est-ce que j'ai implicitement supposé que z était positif dans mon calcul? Est-ce que vous l'avez vu passer ça? C'est là. Parce que quand j'ai dit E2z ds1 ez, j'ai compté positivement ds1 vers le haut, ce qui sous-entendait que mon z était positif. Je mets strict, parce qu'on va voir qu'il y a une discontinuité au passage du plan. Donc, comment je peux le prolonger pour les z négatifs? J'ai vu que E bar de moins z, c'était moins E bar de z, donc le champ pour les z négatifs, ce sera moins sigma sur 2 epsilon 0. Donc je vois que, et c'est un truc qui n'est pas du tout évident a priori, vous voyez, le champ est uniforme au-dessus du plan, il est vers le haut, et en dessous du plan. Mais dans ces deux demi-espaces, il ne dépend pas de z. Ça c'est étonnant, mais c'est comme ça. Donc regardez un petit peu. Donc au-dessus du plan, il vaut sigma sur 2 epsilon 0. Et en dessous du plan, il vaut moins sigma. Et là, il y a une discontinuité. Donc notez-le, là aussi, le champ n'est pas défini sur le plan. Heureusement que je n'ai pas fermé la boîte de Gauss dessus. Il n'est même pas défini. Et j'ai ce qu'on appelle ici une discontinuité de la composante normale du champ. Alors il y a une relation qui n'est pas à connaître, qui n'est plus au programme, mais qui vous dit que quand on a un plan chargé comme ça, on a ce qu'on appelle des relations de passage. Alors qu'est-ce que c'est que la relation de passage? C'est la relation générale qui nous donne la discontinuité du champ à travers une surface chargée surfaciquement. Alors regardez comment ça s'écrit, ça, parce que ça nous servira plus tard dans le cours d'électromagnétisme. E2 moins E1 égale sigma sur epsilon 0, n de 1 vers 2. Alors ça c'est parachuté, vous pouvez mettre un petit parachute à côté. Je ne l'ai pas démontré, ça se démontre, mais vraiment c'est déjà la relation en elle-même, vous n'allez pas à la connaître, encore moins la démonstration. Simplement, on peut la vérifier. Alors le programme dit que si on vous la donne, vous devez être capable simplement de la vérifier. Alors regardez un petit peu ce que ça nous dit, ça. C'est que, qu'est-ce qu'on appelle 1 et 2 ? Donc traditionnellement, 1 et 2, c'est juste au-dessus ou juste en dessous de la surface chargée sigma. Donc vous pouvez mettre 1 par exemple en dessous, 2 au-dessus ou l'inverse. Et cette relation vous dit que quand on traverse une surface chargée, on a une discontinuité de la composante normale. Ça c'est la normale. Donc 2 au-dessus, 1 en dessous. Vecteur n dirigé de 1 vers 2, et il y a une discontinuité de la composante normale. Ici, de toute façon, vous allez me dire, il n'y a qu'une composante normale au plan, il n'y a pas de composante tangentielle, mais il y a des situations plus compliquées où il n'y a pas qu'une composante normale. Et donc, on voit qu'effectivement, si on fait la soustraction ici, En2 moins En1, sigma sur 2 epsilon 0 moins sigma, on trouve bien cette discontinuité. Vous voyez, donc la relation de passage, simplement, on a juste vérifié qu'elle était vérifiée. Hein, d'accord ? On calcule le potentiel dans tout l'espace. Donc le champ, retenez, le champ est discontinu à la traversée, la composante normale du champ est discontinue à la traversée d'une surface chargée sigma. Potentiel électrique, électrostatique, associé à ce champ. E est égal à moins gradient V. On est en cartésien, on peut utiliser nabla. Hein. Moins nabla V. Donc moins dv sur dx, dv sur dy, dv sur dz, selon les axes EX, EY, EZ. Et le champ n'est dirigé que selon Z. Donc ça c'est nul, ça c'est nul. Par contre, il faut résoudre par morceaux. Donc pour les Z positifs, on aura dv sur dz moins dv sur dz est égal à sigma sur 2 epsilon 0. Donc on aura v de z est égal à sigma sur 2 epsilon 0 moins sigma sur 2 epsilon 0 z plus une constante K1. Pour les z négatifs, je mets des stricts, hein, puisque on a vu que le champ n'était pas défini en z égale 0. Moins sigma sur 2 epsilon 0. Donc v de z est égal à plus sigma sur 2 epsilon 0 z plus K2. Et regardez, alors,
le champ est discontinu, mais le potentiel, lui, peut être continu. Regardez, on peut choisir K1 et K2 tous les deux nuls. Ce n'est pas la même constante, hein. Si vous choisissez K1 égale 0, K2 égale 0, ça marche. Et en plus, le potentiel est continu. Donc là aussi, c'est une propriété générale. J'attendais cet exemple-là pour vous la citer, cette propriété générale. Pour les densités surfaciques, le champ est discontinu, la composante normale du champ est discontinue, mais le potentiel, lui, il est continu. Et on l'a vérifié simplement sur cet exemple-là. Donc voilà le potentiel. Donc V de Z, on le trace. Alors on verra une application au condensateur plan de ce truc-là, mais je ne le fais pas tout de suite, hein, je le ferai plus tard. Donc le potentiel, c'est deux morceaux de droite, comme ça. Et alors on a un point anguleux, parce que les dérivés sont discontinus, c'est le champ. Mais par contre, le potentiel, lui, il est continu. Voilà pour cet exemple. Donc du plan, il est vraiment très important, hein. C'est un des plus importants pour vous. Donc encore un exemple en symétrie plane, mais cette fois-ci volumique. Donc une charge volumique uniforme à l'intérieur d'une croûte chargée d'épaisseur E. On va mettre l'origine au milieu. Donc ce point-là, c'est le plan. Le plan ici, c'est le plan de cote E sur 2, moins E sur 2. Et j'ai fait un dessin un peu en perspective. Et donc à l'intérieur de ce plan, de cette croûte, la charge est uniforme, elle est volumique. Et à l'extérieur, elle est nulle. Donc c'est vide de charge à l'extérieur. La question, comme d'habitude, c'est trouver le champ et le potentiel électrostatique dans tout l'espace. Et je compte sur votre participation active. Alors, première étape, direction du champ. Par des considérations de symétrie, on prend un point M, on peut le prendre à l'intérieur, on peut le prendre à l'extérieur. On va juste éviter de le mettre sur le plan de coordonnées E sur 2 ou moins E sur 2. Voilà, pour rester général. Ce point n'appartient ni au plan X au Z, ni au plan X au Y. Enfin, ça se voit, mais ni au plan Y au Z. A priori, il est n'importe où, devant, derrière, c'est un dessin en perspective. Quels sont les plans de symétrie qui passent par M? Allez, je vous écoute. Thomas? Alors, MXZ. Ouais. Alors, il est comme ça. Et M, Y, Z. Très bien. Donc comme ça. Donc, M, EX, EZ. M, EY, EZ. Bon, il n'y a pas de plan d'antisymétrie. La distribution de charge ne change pas de signe. Donc, ces deux plans coupent la croûte chargée en deux demi-croûtes chargées semi-infinies. C'est un peu évident. Et donc le champ, il est comment? C'est les mêmes symétries qu'avec le plan surfacique, hein. Donc il est selon Z. On ne sait pas si c'est vers le haut ou vers le bas. Bon, hein, d'accord. Donc E. Alors vous répétez à chaque fois la propriété, hein. Le champ E est contenu en tout plan de symétrie de ces charges, bien sûr. Donc E est parallèle à EZ. Mais ce n'est pas pour autant qu'on connaît la dépendance de ces coordonnées. Deuxièmement, dépendance de E, la norme, qui a priori dépend de X, de Y et de Z. Quelles sont les invariances des charges? C'est par translation selon X, c'est infini. Translation selon Y, mais pas selon Z, parce que pour Z plus petit que moins 1 sur 2, il n'y a rien. Z compris entre moins 1 sur 2, il y a quelque chose. Et Z, d'accord, donc, voilà, il faut écrire donc en dessous invariance
de la distribution de charge, donc par translation selon X et Y. Donc le champ ne dépendra pas de X en norme et de Y. Troisièmement, donc conclusion de ces deux parties quand même, E est de la forme E bar de Z, EZ. Même symétrique avec le plan sigma. On énonce le théorème de Gauss. Le flux du champ à travers une surface fermée, c'est la charge intérieure divisée par epsilon 0. On choisit la surface de Gauss. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, qu'est-ce qu'on va prendre? Un cylindre qu'on va aller fermer symétriquement. Alors là, on va voir qu'on pourrait presque le fermer sur le plan XOY, parce que là, le champ est défini. On peut même démontrer qu'il est nul uniquement par des considérations de symétrie. Mais bon, pour réutiliser un peu tout ce qu'on avait investi tout à l'heure sur le plan chargé surfaciquement, on va garder cette surface de Gauss qu'on va fermer en M' moins Z. Donc voilà la surface de Gauss pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Donc avec 3, on a un DS1 au-dessus, un DS2 en dessous et un DS latéral sur le côté. Donc un cylindre droit de hauteur 2Z. Alors attention là, la hauteur elle est fixée par le choix du point M. Hein. C'est 2Z la hauteur avec Z positif si on prend Z positif là. Et puis voilà. Donc, alors, le flux. Est-ce que je dois redétailler le calcul du flux? Très, très rapide. Donc, la surface latérale, le champ étant vertical, la surface latérale étant horizontale, eh bien, la contribution va être nulle. J'enlève les ronds parce que chaque surface n'est pas fermée. Les couvercles, toujours les surfaces orientées vers l'extérieur. Si je compare les champs en M et en M', qu'est-ce que je peux dire? Ils sont tous les deux en deux points symétriques par rapport à un plan de symétrie. Et ce plan de symétrie, c'est le plan XOY, qui est encore un plan de symétrie de la distribution de charge, mais qui ne passait pas par M. On s'en est pas servi pour déterminer la direction de E au point M, parce qu'il ne passait pas par M, mais on s'en sert pour comparer les champs en M et en M' qui doivent être symétriques par rapport à ce plan de symétrie et donc opposés. Je ne refais pas tout le calcul des contributions, ça va s'additionner, d'accord, et ça va nous donner 2 E bar de Z S1, sous-entendu Z est positif. Pour la même raison que tout à l'heure, j'abrège un peu. Alors, c'est maintenant que les difficultés commencent, ça va être des difficultés analogues à celles qu'on a vues avec le cylindre volumique. De deux choses l'une, ou bien le point M est à l'extérieur de la croûte chargée, ou bien il est à l'intérieur, parce que la réponse à la question où sont les charges à l'intérieur de la surface de Gauss va avoir une réponse différente, suivant que vous êtes à l'extérieur ou que vous êtes à l'intérieur. Alors, on y va. Donc j'ai sous-entendu un Z positif, on prolongera par imparité tout à l'heure, mais maintenant je distingue les cas. Alors Z plus grand que E sur 2, ça veut dire on est au-dessus. Je refais un petit dessin peut-être pour ceux qui ne voient pas trop. Alors je suis au-dessus. Et j'ai creusé une carotte dans le plan. La question que je me pose, c'est où sont localisées les charges? Elles sont localisées où les charges? Est-ce qu'il y en a partout dans ce volume? Ah non, il n'y en a pas partout. Il n'y en a que... Parce que ρ n'existe que sur une épaisseur petit e. Donc, que vaut la charge intérieure? Eh bien, elle vaut S1, la base, la surface de la base, multipliée par la hauteur, petit e, fois ρ. Eh bien voilà, on recolle les morceaux. Donc ça fera ρ S1 petit e divisé par epsilon 0. Les S1 se simplifient et vous avez le champ. Donc Z plus grand que E sur 2. Donc E bar de Z vaut
rho E sur 2 epsilon 0. Alors, maintenant, Z positif est plus petit que E sur 2. Alors, qu'est-ce qui va changer? Je refais un dessin. Donc, cette fois-ci, vous êtes à l'intérieur. Donc, vous êtes comme ça. Et donc, ici, vous avez 2Z. Est-ce que tout le monde voit pourquoi la hauteur du petit cylindre maintenant c'est 2Z? Enfin, c'était déjà tout à l'heure pour le verre 2Z, mais les charges sont localisées à l'intérieur ici du cylindre. La seule chose qui va changer dans le calcul, donc le flux, ce sera toujours 2 E bar 2Z S1, donc le flux est le même, mais la charge intérieure, donc ce qui va changer, c'est que ce sera plus petit e, mais ce sera 2Z sur epsilon 0, avec Z positif. Hein. E bar 2Z, donc on simplifie par S1, vaut donc ρ Z sur epsilon 0. Alors, moyen d'auto-vérification, est-ce que notre champ est continu en Z est égal à E sur 2, donc E sur 2 c'est ici. Donc on a démontré que le champ était linéaire ici, jusqu'en E sur 2, hein, c'est cette formule-là, donc E bar de Z. Et donc ici, je fais Z égale E sur 2, donc ça fait ρ E sur 2 epsilon 0, et je m'aperçois qu'effectivement, c'est la valeur du champ à l'extérieur. Et donc le champ à l'extérieur, il est uniforme, un peu comme tout à l'heure avec la charge sigma, et donc il vaut cette constante. Et puis, j'ai aussi utilisé le fait que la fonction était impaire, donc E bar de moins Z, c'est moins E bar de Z, et donc je peux prolonger par imparité la fonction, donc en moins E sur 2, et là j'aurai l'opposé, donc moins ρ E sur 2 epsilon 0.